la disponibilité des uns des autres et aussi pour l'engagement que vous donnez à cette semaine de la gestion de projet au niveau du chapitre PMI Sénégal. Nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique encore en gestion de projet avec un intervenant qui fait partie également du chapitre. C'est notre ancien président, le président Oumar Diop, qui est aussi le directeur général de MCA Sénégal, qui se tiendra devant nous pour nous partager un thème qui tourne autour de la transformation digitale, à savoir stimuler l'innovation grâce au design thinking. Donc, je vous présente brièvement notre intervenant de ce jour. Oumar est un change manager, ingénieur politicien et surtout un expert en investissement certifié PMP. Il cumule en termes d'années d'expérience 26 années dans le leadership des organisations de financement du développement et dans la gestion de projets au programme d'infrastructure. Avant qu'il ne soit leader de MCA en capacité de directeur général, il fut avant aussi le directeur général de l'organisation Envol Capital, qui est une société d'investissement détenant un portefeuille de sociétés de projets structurés pour développer des projets d'infrastructure dans le secteur public et privé en Afrique. Jusqu'à 2017, il était directeur général adjoint de l'Institut financier Shelter Africa au Kenya. Michael, je pense que ton micro est fermé. OK. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Merci aux uns aux autres pour vos disponibilités et aussi pour votre participation dans le cadre de la semaine de la gestion de projet. Aujourd'hui, nous tenterons de pouvoir aborder une thématique qui est en étroite adéquation avec le thème central de notre semaine de gestion de projet, à savoir la transformation digitale. Et cette intervention se fera par le biais de notre ancien président, Oumar Diop. Alors, je vais peut-être lui laisser la parole. Il pourra faire une brève introduction de sa présentation et puis démarrer la session. Merci. Très bien. Merci beaucoup au président Michael Bekoin pour cette introduction. Peut-être juste avant de démarrer, je voulais juste m'assurer que le son est très bien, que ça sort de l'autre côté avec la bonne vidéo. Excellent, très bien. Voilà, donc merci. Alors, donc, la présentation aujourd'hui, d'abord remercier le PMI, le PMI Sénégal, pour pour me donner cette opportunité de venir partager avec vous 1 heure, voire 1h30 sur un peu tout ce qui concerne l'innovation ou les innovations de façon générale. Alors, donc, la présentation aujourd'hui va peut-être, bon, je pense que Michael a déjà fait l'essentiel, mais bon, peut-être revenir rapidement en 2 mots sur un peu le parcours que je vous propose. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 26 ans, 27 ans d'expérience dans le secteur. Je suis actuellement directeur général du Millennium Challenge Account au Sénégal, donc MCA Sénégal. J'ai été également le président des PMI chapitre durant les 3 dernières années. Récemment, j'ai complété avec la Harvard Business School le senior exécutif, l'exécutif senior management programme. Je me définis comme également un change maker et vous allez voir un tout peu pourquoi. Parce que si vous voulez faire de l'innovation, il faut que vous vous mettez naturellement dans une dynamique de changement perpétuel. Souvent, on dit que la seule chose qui est constante en réalité aujourd'hui, c'est le changement.
Voilà, je suis un professionnel également du monde de la finance et du monde de la gestion de projet. Donc, à la base, je suis un agent polytechnicien aussi. Voilà, en termes de domaine de compétences, aujourd'hui, j'évolue principalement dans tout ce qui est leadership, innovation et stratégie, gestion de projets, de programmes, d'infrastructures, avec une concentration en ce moment beaucoup plus sur le secteur de l'énergie, tout ce qui est partenariat public-privé, les investissements en équité et la gestion du changement de façon générale. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons... euh, euh, alors, oups, je suis allé voilà, trop vite. Voilà, donc ce que je vais vous suggérer tout de suite, c'est de prendre vos téléphones et de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Bon, pour ceux qui utilisent leur téléphone, ça va être, on va dire, un peu plus compliqué parce qu'on va beaucoup utiliser le téléphone durant cette session qui va durer certainement entre 40 à 55 minutes, dépendamment des interventions des uns et des autres. Voilà, donc je vous laisse peut-être 30 secondes, juste le temps de scanner le QR code. Et, voilà. Alors, une fois que vous avez scanné le QR code, hein, le QR code est toujours proposé sur le côté gauche de l'écran. Voilà, répondez très rapidement pour quelle entreprise ou organisation vous travaillez. Donc, ça va nous permettre un tout petit peu de dimensionner, on va dire, notre assistance et ça permettra également peut-être de donner des exemples qui sont beaucoup plus pertinents. Voilà, CEMAF, World Vision Sénégal, Sococim Industrie, excellent. Voilà, donc certains, voilà, Challenge 2000. Ah, FH Energy System, donc on est dans l'énergie. AB Construction. Ah, Independent Consultant, voilà. Donc, on va peut-être prendre encore quelques, donner le, voilà, pour donc ceux qui viennent de nous rejoindre, scannez le QR code qui est à gauche de votre écran et ça va vous permettre de joindre Slido et voilà. Et vous pouvez déjà répondre à cette première question, pour quelle entreprise ou organisation vous travaillez. Voilà. Alors, je rappelle que cette présentation sera une présentation très interactive, hein, comme vous voyez en ce moment. Mais également, pour la rendre encore plus intéressante, le fond de la présentation, je l'ai mis en anglais. Et donc, pendant toute la présentation, on va basculer de l'anglais vers le français. Donc, vous pouvez également poser vos questions en anglais, vous pouvez également les poser en français. Voilà, et je pense que ça sera assez croustillant, on va dire. Voilà. Donc, l'agenda aujourd'hui de cette présentation, je vous le propose tout de suite. Donc, nous allons regarder un peu en profondeur trois aspects qui sont très importants. Donc, le premier aspect concerne, disons, la stimulation de l'innovation. Why it is important to stimulate innovation. Après, nous allons voir par rapport à la stimulation de l'innovation, toutes les parties qui concernent l'empathie et l'understanding, empathy and understanding. Et sur la troisième partie, nous allons regarder tout ce qui est tools et framework pour générer de nouvelles idées. Et nous allons également regarder les aspects qui touchent au développement d'un mindset d'expérimentation. Voilà, donc, et nous allons bien entendu communiquer à la fin, parce qu'il est important, quand vous travaillez sur de l'innovation, que vous puissiez communiquer proprement les innovations auxquelles vous êtes arrivés. Alors maintenant, tout cela, on va le faire bien sûr dans un contexte de la gestion de projets et de programmes. Donc, je prendrai des exemples très simples pour m'assurer que voilà ce que je vais proposer en tout termes de tools et techniques et d'approche est quelque chose qui est applicable de façon générale sur tous les projets.
Voilà. La première question du pôle, voilà, c'est la suivante. Lorsque vous pensez innovation, quand vous entendez innovation, quel produit ou service ou processus vous vient à l'esprit? Voilà, donc on ouvre également pour pour une minute. Voilà, technologie, voilà, les tablettes, l'iPhone, voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre également, scannez le QR code qui est à gauche de l'écran. Ça vous permettra euh, de participer à l'activité. Donc, lorsque vous pensez innovation, quel produit? Parce que, bon, innovation, on pense à un produit, on pense à un service, on pense à un processus. Souvent, innovation, ça ne veut pas forcément dire produit. L'intelligence artificielle, les technologies dans le social, les tablettes, la conduite du changement, un processus. Hein, voilà. L'agriculture, voilà. L'agriculture existe depuis très, très longtemps. Innovation. La première fois où les premiers hommes ont pensé peut-être s'installer et se lancer dans l'agriculture. Voilà. ICT Fodi, exactly. Voilà. Voilà, on continue de recevoir du monde. Très bien. Voilà. Donc, je lis beaucoup de propositions ici. Pour certains, ce sont des produits, pour d'autres, ce sont des services, pour d'autres, ce sont des processus. Effectivement, lorsqu'on parle d'innovation de façon générale, euh, voilà la plupart du temps qui vient à l'esprit. Uber, ChatGPT, l'iPhone, on en a parlé, mais aujourd'hui, la lampe, euh, les lampes que vous avez dans les maisons, que ce soit l'allumette, les allumettes, même le stylo à billes, aussi bien voilà, tout ce qui est satellite aujourd'hui, on passe à SpaceX, on passe à tout cela, Airbnb. Donc, de façon générale, de plus en plus aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on a tendance à penser que l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est souvent extraordinaire, quelque chose qui est à la pointe de la technologie. Ce n'est pas forcément le cas. On verra tout à l'heure, si on veut définir l'innovation, il y a un certain nombre de critères qui sont très simples, qui peuvent définir ce que c'est une innovation et à quoi innover revient à faire. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai montré des produits, mais il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des services, hein, également, au niveau de façon générale, des procédures également, on peut innover. Alors, je vous ai montré ici trois exemples très simples, des exemples qui vont d'une certaine complexité jusqu'à une complexité peut-être moyenne. À gauche, je vous ai proposé, par exemple, aujourd'hui, de façon générale, un système électrique. Un système électrique qui va de la production d'énergie électrique à travers des éoliennes, ensuite à travers un système de réseau de transport d'électricité jusqu'à, disons, le réseau de distribution. Et si je prends le cas, par exemple, aujourd'hui du système électrique hein, dans notre pays au Sénégal, hein, l'on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut innover par rapport aujourd'hui à ce service public? C'est un service public destiné, disons, aux ménages, de façon générale, aux entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour innover, pour avoir un système électrique top-notch? Donc, à partir de ce moment, la question se pose, où est-ce que l'innovation va arriver? Est-ce que l'innovation va arriver au niveau de la production? Est-ce qu'à travers le mix énergétique, par exemple, est-ce que ce sera au niveau des types d'appareils que nous allons utiliser pour la production? Ça peut être également sur le réseau électrique, quel type de réseau? Ça peut être également au niveau des ménages, etc., etc. Donc, alors, on verra que, par exemple, dans un système électrique comme cela,
comment on peut arriver, peut-être à dose homéopathique, à procéder à des innovations. Et donc, c'est quelque chose par exemple, qui serait intéressant aujourd'hui, aussi bien par exemple une société d'électricité comme le Sénélec, ou bien comme le régulateur, ou comme juste les services qui sont en charge de la gouvernance. Si je prends le cas de l'aéroport international, pour donner l'aéroport, le cas de Blaise Diagne, à plusieurs reprises, on a vu bon, voilà, des voyageurs se plaindre par rapport à des avions voilà, qui ont des retards au démarrage, par rapport disons, à des annulations de vols. Les clients ou bien les voyageurs ne sont pas informés à temps, qui vont se déplacer jusqu'à l'aéroport pour ensuite revenir chez eux. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il y a des opportunités d'innover par rapport à l'ensemble des services aujourd'hui qui sont posés au niveau de l'aéroport international de Blaise Diagne, qui vont de l'aérogare jusqu'aux transporteurs, les avions, les restaurants qui sont là-bas, etc., etc. Pareil également, si nous allons dans le domaine de la santé, aujourd'hui, vous allez dans un hôpital pour vous soigner, vous êtes en droit de vous poser la question, si je viens et je dois rester pendant 3 heures de temps pour voir le médecin, ou si je viens, je ne trouve pas les médicaments qu'il faut, ou mon rendez-vous, on me donne un rendez-vous à 8 heures et puis je dois rester jusqu'à 12 heures, etc. On est en droit de se poser des questions et est-ce qu'il ne faut pas innover tout cela? Donc, vous voyez que l'innovation, de façon générale, c'est quelque chose qui nous entoure. D'accord? Et donc, l'innovation a un objectif. Et je vais vous poser d'ailleurs cette question très rapidement pour voir un peu. Oups, c'est parti. Voilà. Voilà. Comment, à votre avis, on peut définir l'innovation? Il y a 3 définitions que je vous propose ici. La première définition, c'est a process by which a domain, a product, or a service is renewed and brought up to date by applying new processes, endorsing new techniques, or establishing successful ideas to create new value. La deuxième définition d'innovation que je vous propose, c'est a product, a process or a service, donc les 3 reviennent, or a business model featuring 2 critical characteristics. La nouveauté, bien sûr, et puis l'utilité. D'accord? Là, on met l'accent sur la nouveauté et sur l'utilité. Et pour la troisième définition que je vous propose pour l'innovation, c'est que l'innovation, innovation is the practical implementation of ideas. Donc, on est dans la mise en œuvre des idées that result in the introduction of new goods or services or improvement in offering goods or services. Par exemple, le cas de l'iPhone. Donc, la nouveauté, les téléphones, les nouveaux ordinateurs, les nouveaux services, etc., ou un nouveau business model. Pour donner par exemple le cas de Yango au Sénégal, le cas également des Uber, qui sont de nouveaux business models qui viennent faire une disruption au niveau, par exemple, du marché. Alors, donc, je vous donne une trentaine de secondes juste pour choisir rapidement. Qu'est-ce que vous pensez être la meilleure définition de l'innovation? Alors, pour le process, je suis à 50%. Pour la mise en œuvre pratique d'idées, par rapport à des nouveaux goods ou services, je suis à 38%. Et par rapport à l'aspect de la nouveauté, 2 aspects importants, 2 caractéristiques. Une innovation doit être nouveau, de façon générale, nouvelle, on va dire, et également doit être utile par rapport à l'étude de l'innovation. Voilà. Alors, très rapidement, toutes ces 3 définitions sont bonnes. Voilà. Donc, toutes ces 3 définitions sont bonnes. Et donc, de façon générale, aujourd'hui, on peut retenir de façon générale que innovation is a product, a service, a business model, or strategy that is both novel, new, and useful. Et donc, ces 2 parties sont très importantes. La nouveauté, elle est importante, mais également le fait que l'innovation doit offrir de la valeur à ses utilisateurs. Donc, que vous innovez dans vos projets, que ce soit dans le domaine aéroportuaire, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans n'importe quel domaine,
assurez-vous que votre innovation offre de la valeur aux utilisateurs. Maintenant, il y a 3 caractéristiques fondamentales qu'il faut avoir pour pouvoir dire que j'ai une innovation. Il y a la désirabilité, il y a la faisabilité et il y a la viabilité. Par rapport à la désirabilité, it's what people want or need. Si vous faites une innovation, si vous créez un produit, un service ou bien un business model ou quoi que ce soit, et il n'y a pas un besoin, ça ne peut pas être interprété comme, considéré comme une innovation. L'autre également aspect qui est important, c'est la faisabilité. What is technically or functionally possible? Si vous faites une innovation et sa mise en œuvre est impossible, vous proposez un produit ou un service, mais on ne peut pas la répliquer, il faut savoir que c'est également, on ne peut pas considérer ça comme une innovation. Et le dernier élément qui est important, une innovation doit pouvoir également être soutenable économiquement dans le long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous investissez là-dedans, cet investissement doit pouvoir vous rapporter quelque chose et avoir un sens économique. Voilà, donc on n'innove pas juste pour innover dans l'air, mais on innove également pour avoir de la soutenabilité économique. Alors maintenant, de ces 3 critères ou caractéristiques, il faut garder à l'esprit que toutes ces caractéristiques doivent être centrées sur l'humain. Donc, quand vous faites du design, ça doit centrer autour de l'être humain parce qu'on design en général pour l'homme, on déjà pour l'homme avec un grand H, avec la femme, et tout ça, ça doit être l'humanité qui doit ultimement pouvoir en profiter. D'accord? Donc, le point de jonction entre la désirabilité, la faisabilité et la viabilité, c'est à ce point-là, si tous ces caractères sont remplis, à partir de ce moment, on pourra valablement parler d'innovation. Alors, maintenant qu'on a défini et qu'on est d'accord sur l'innovation, le point le plus important, c'est quel est le processus qui nous permet aujourd'hui d'aller vers l'innovation. Alors, il y a beaucoup de processus. Mais nous, dans le cadre aujourd'hui de ce webinaire, nous allons parler du processus du design thinking. Donc, c'est un processus qui est très atypique, qui est assez intéressant, qui nous permet systématiquement, lorsqu'on est en face de challenge, de pouvoir innover. Si vous allez un peu dans l'industrie, si vous allez au niveau des compagnies, des organisations, vous allez voir que tout le monde parle d'innovation. On dit, oui, on va avoir une organisation très innovante, on va avoir ceci, on va avoir cela. Mais vous allez voir qu'en interne, en général, il n'y a pas un processus qui encadre l'innovation en interne. Il n'y a pas souvent même le buy-in, on va dire, des leaders de l'organisation, de la direction générale, par rapport à l'innovation. Donc, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas une simulation au niveau de l'innovation. Et donc, nous allons vous proposer ici le design thinking. Et c'est quoi le design thinking? Le design thinking is just a process aiming to develop solutions, products or services that are desirable for the user, economically viable, for business perspective and feasible. Donc, c'est les derniers points dont on avait parlé. La désirabilité par rapport aux utilisateurs, la viabilité économique, le business perspective et la faisabilité. Et maintenant, il y a 3 éléments qui sont extrêmement importants par rapport au design thinking. Il y a l'empathie, d'accord, il y a l'expansive thinking et l'expérimentation. Donc, voilà, donc au départ, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut innover. Donc, il faut avoir de l'empathie par rapport à l'être humain, par rapport à ce qu'on veut faire. Après, il y a beaucoup de réflexion, expansive thinking. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé des possibilités, des solutions, nous allons passer à l'expérimentation. Et en termes de stage, donc étapes, donc on a principalement 4 étapes. Il y a l'étape de la clarification, sur quoi on veut travailler. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le problème, les difficultés, sur quoi on veut innover, après, il faut passer à l'étape maintenant de ideation, c'est-à-dire la création, la génération d'idées. Et ensuite, une fois que les idées sont développées, etc., il faut passer à l'étape maintenant où on travaille sur une solution, on la développe et on la teste. D'accord? On fait du prototypage. Et une fois que tout ça est fini maintenant, nous allons passer à l'implémentation ou la création du produit, la vente, etc., etc. Donc, alors, c'est les 4 étapes. Ça s'applique au produit, ça s'applique au processus, ça s'applique au business model, ça s'applique aux procédures. Donc, aujourd'hui, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, vous avez un projet
Et vous avez, par exemple, la partie gestion des parties prenantes, qui est très importante pour vous. Mais vous vous rendez compte, par exemple, dans votre stratégie de gestion des parties prenantes de votre projet, vous avez des difficultés. Vous ne parvenez pas à embarquer correctement les parties prenantes de votre projet. À partir de ce moment, vous devez peut-être, à un moment donné, vous asseoir pour voir comment vous pouvez innover au niveau de vos processus, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui coince pour pouvoir mettre en place des processus et des procédures qui vont vous permettre justement d'adresser les problèmes au niveau des parties prenantes. Alors, la première étape, disons, qui est l'étape de clarification, c'est l'étape du empathy and understanding. Donc, pour pouvoir adresser un problème, il faut de l'empathie. Il faut que vous sachiez qu'est-ce qui se passe. Je vous donne un exemple très simple. Si vous considérez, par exemple, que dans un hôpital déterminé, le service qui est donné, disons, aux patients n'est pas un service efficace, il faudrait qu'à un moment donné, que vous puissiez avoir de l'empathie et de comprendre ce que vivent les patients vis-à-vis de cet hôpital. Si aujourd'hui, vous fournissez un service, disons, de vente d'électricité et que vos clients, disons, se plaignent dans les réseaux sociaux, voilà. Bon, voilà, à un moment donné, vous devez pouvoir avoir de l'empathie et se mettre à la place de vos clients, de votre réseau, pour pouvoir innover. Si vous proposez également des services de téléphonie, que vous appelez Sonatel ou voilà, une autre société également, c'est pareil. Donc, l'innovation de façon générale démarre toujours par l'empathie. Être à la place ou dans le cadre du problème pour mieux comprendre cela. Voilà. Donc, l'objectif ici, the goal is to adopt a human-centered approach to innovation. Maintenant, il faut faire de la recherche. Une fois que vous avez fait de la recherche, après, il faut prioriser les nouvelles approches qui vont vous permettre de régler les problèmes qui sont explicites, donc qui sont visibles. Souvent, quand les problèmes sont visibles, mais on se rendra compte que lorsqu'on fait du design thinking, on parvient à régler des problèmes qui sont latents. Les problèmes qui sont latents, c'est vraiment les besoins non satisfaits qui sont là, mais qui sont latents que peut-être votre client ou en tout cas votre patient dans le cas d'un cabinet médical ou d'un hôpital ou voilà, ne peut pas vous dire de façon explicite que voilà mon problème. Alors, maintenant, ceci étant dit, cette première étape du design thinking, nous pouvons l'éclater on va dire, en 3 grandes étapes. La première étape qui est très importante, c'est finding pain points. Si vous voulez innover par rapport au service ou à votre produit ou à votre procédure en interne ou par rapport à votre stratégie, il faudrait que vous puissiez, à un moment donné, pouvoir identifier quelles sont les difficultés, quels sont les points de souffrance. Maintenant, une fois que vous avez défini vos points de souffrance, etc., il faut maintenant pouvoir rechercher, hein, arriver à tirer le maximum d'observations et structurer ces observations. Et maintenant, ces observations que vous allez faire autour du problème que vous voulez régler ou de l'innovation que vous voulez créer, à partir de ce moment, vous allez avoir des insights. D'accord? Des insights, donc c'est des idées préliminaires hein, qui vont vous pousser dans le sens comment dirais-je, de l'innovation. Si je prends par exemple l'exemple des iPhones hein, ou l'exemple du iPod, hein, pour me remonter un peu plus tôt, donc à un moment donné, tout le monde utilisait des Walkman hein, pour un peu les moins jeunes. Voilà, donc il y avait le casque, on utilisait des cassettes, tout ça, ça a disparu. Donc à un moment donné, il y a eu de l'innovation et c'est ce processus d'innovation-là que nous sommes en train de voir ensemble. Alors, maintenant, pour la première étape qui concerne à identifier les points de souffrance qui vont vous amener, je vous donne juste cet exemple. Si, dans le cadre, par exemple, du transport urbain de Dakar, vous vous levez, supposons que vous travaillez dans le secteur, disons, du transport urbain, vous observez, vous voyez que les clients, pour rentrer dans les bus, il y a toute une souffrance autour. C'est une opportunité, justement, pour innover. Et donc, cette opportunité,
il va commencer par l'observation des utilisateurs. Lorsque ces utilisateurs utilisent votre produit ou vos services, ou lorsque vous écoutez les expériences, leur vécu. D'accord? Alors, maintenant, la question que je vous pose tout de suite, c'est que si je prends le transport public urbain de voyageurs par autobus à Dakar, pour un cas très simple, à votre avis, quels sont les points de souffrance des clients? Quelle est la difficulté que les clients des cars, de façon générale, à Dakar éprouvent? Et quand je dis difficulté, c'est vraiment sur tout le processus, hein? Depuis la décision de prendre un car, attendre le car, rentrer dans le car, faire le voyage pendant 15, 20, 30, 1 heure de temps, arriver, descendre du car, etc. À votre avis, quels sont les points, quelles sont les difficultés? Vous pouvez juste mettre des points, hein, pour qu'on puisse partager ça ensemble. Je vous donne également à peu près 1 minute. Le confort, l'attente, voilà. Hein. L'attente peut être un problème. La ponctualité des bus, l'insécurité, les cas de vol, les agressions aux droits disons, des attentes de bus, la chaleur dans les bus, les surcharges, hein, les retards, la sécurité, voilà, voilà. L'étouffement, les attouchements dans les bus, ah ouais, voilà, c'est ça, effectivement, voilà. Donc, mettez-vous à un moment donné, par exemple, que vous êtes le directeur général, ou bien vous êtes le directeur, ou en tout cas, vous êtes la personne en charge d'innover dans une société qui a pour un projet d'innover dans le secteur du transport urbain à Dakar, la pollution, etc., etc. Donc là, déjà, on voit que il y a énormément déjà de points de souffrance qui sont identifiés par les parties. Voilà. Alors, donc, sur la base de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la première étape, comme on vient de le dire, il faut observer. Il faut observer, est-ce que les clients sans facture d'électricité par rapport à la quantité d'électricité, par rapport au montant, par rapport, etc. Sur la téléphonie, est-ce que les clients aujourd'hui, par rapport à la qualité de service, par rapport à sa facture de téléphone, par rapport, etc., etc., etc. Et donc, une fois que les observations disons, sont recueillies, sont collectées, hein, la question, c'est de pouvoir maintenant les mettre dans un framework. Par excellence, que je vous propose ici, c'est le AEIOU framework. Le A pour activity, I comme environment, I comme interaction, object and users. Et donc, par rapport à ça, le AIU va vous présenter several ways of coding the observation collected during the user research. Donc, pendant que vous faites votre recherche, l'activité, l'environnement, l'interaction, les objets et les users. Par rapport à l'activité, la question que vous poserez toujours est what happens? Voilà, vous êtes là, c'est quoi le problème? What happened? Qu'est-ce qui est en train de se passer? What are the primary, secondary and peripheral activities related to the problem? Vous avez un problème, il y a d'autres activités autour. Vous êtes devant le bus, il y a les vendeurs, vous avez la chaleur, vous avez les agressions, donc toutes les autres activités qui sont autour de l'activité que vous voulez améliorer, sur laquelle vous voulez, disons, innover, il faut poser des questions. Where do things happen? Are there multiple environments within each place? Est-ce que c'est plusieurs environnements? Est-ce que c'est un environnement seul? Dans un hôpital, si vous voulez faire de l'innovation, est-ce que c'est à l'entrée le problème? C'est une fois qu'on est rentré dans l'hôpital, c'est au moment de rencontrer le docteur, etc., etc. Les interactions, voilà, les personnes qui utilisent votre service, votre action, les objets, what objects are present in the activity or interaction you observe. Et ensuite, bien entendu, toujours, hein, les users, les utilisateurs,
C'est different group of people. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des jeunes? Etc., etc. What are their characteristics? Est-ce que c'est des gens qui sont wealthy? Est-ce que c'est des gens qui sont de l'argent? Et ça vous permettra plus tard de pouvoir doser votre innovation. Est-ce que vous êtes en train d'innover dans un environnement rural? Est-ce que vous êtes en train d'innover dans un environnement urbain? Est-ce que vous êtes en train d'innover dans un environnement voilà, où la jeunesse représente 90% dans une université, etc. Donc, il est extrêmement important que vous maîtrisez également les users de votre produit ou les users de votre service ou les users également de votre business model. Et une fois que maintenant vous avez fait toutes ces observations, vous devez les structurer. Et la meilleure façon de les structurer, c'est à travers ce qu'on appelle un journey map. Le journey map, c'est comme, disons, un processus, une expérience, qu'on appelle souvent l'expérience utilisateur. Hein? Donc, vous essayez de comprendre qu'est-ce que les utilisateurs, comment ils utilisent aujourd'hui les produits ou les services, en tout cas les challenges, la difficulté, comment ils vivent ça. Et donc, le journey map, juste pour dire ces principaux aspects, le journey map va structurer les observations sur un timeline du user. Donc, c'est juste une ligne, hein, c'est un timeline qui est horizontal et ça permet de cataloguer hein, les différents problèmes. Et si je reviens, par exemple, au cas des bus hein, à Dakar, j'ai pris cet exemple hein, parce que j'ai trouvé que c'est un exemple très simple et parlant. Donc, ici, on peut s'intéresser à qu'est-ce qui se passe before boarding the bus, avant qu'on monte dans le bus. D'accord? Et ensuite, on peut s'intéresser qu'est-ce qui va se passer une fois on est au niveau dans le bus, au bord de bus. Et on va s'intéresser également after the trip. Qu'est-ce qui se passe après le voyage? Donc, si on est dans un processus d'innovation, il faut regarder tout le spectre vraiment de la difficulté, des problèmes hein, qu'on essaie de résoudre, sur lesquels on veut apporter une innovation. Et donc, ici, par exemple, quand on travaille un peu plus sur qu'est-ce qui se passe before we board the bus, la première chose, le user reaching the bus station. Est-ce qu'il y a une difficulté déjà pour l'utilisateur d'arriver au niveau de la station de bus? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant que l'utilisateur attend l'arrivée du bus? Ensuite, l'accueil pour monter sur le bus. Et ensuite, même comment monter dans le bus. C'est un bus qui facilite l'accès, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite ou pas. Donc, il y a peut-être déjà, au niveau des observations qu'on va faire ou qu'on va, en tout cas, confirmer un travail à faire à ça. Une fois dans le bus également, comment on est assis. Est-ce qu'on se plaint du confort ou pas? Est-ce qu'une fois dans le bus, il y a la clim? Est-ce que dans le bus, je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'entertainment? Est-ce qu'il y a de la musique? Ou si de la musique, est-ce que le son est trop élevé? Etc. Donc, voilà toutes les questions déjà qu'il faut essayer d'identifier dans la phase observation. Et maintenant, une fois que l'expérience, on descend du bus également, il faut se poser la question, comment la descente se fait? Est-ce que c'est dans des lieux indiqués, sécures? Hein? Est-ce que si on doit connecter avec un autre bus, comment ça va se faire? Et comment le client va aller jusqu'à la maison? Donc, une fois que vous avez établi le journey map, d'accord, de votre client, c'est à partir de ce moment que vous pouvez commencer réellement à comprendre la difficulté et aller vers l'innovation. Cette étape, il ne faut pas la brusquer. Pour certains produits, services, etc., ça peut aller très vite, mais pour d'autres, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendant du produit que nous voulons mettre sur le marché. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait tout ce travail, il faut commencer un peu maintenant la validation. Et la validation, on peut utiliser également, bon, entre autres outils, hein, il y en a beaucoup, l'outil qu'on appelle le Look, Ask, Try. D'accord? Il faut vous-même essayer maintenant de vivre ça. Vous rentrez dans le bus, vous faites le parcours du client, de l'utilisateur. D'accord? Vous essayez, vous posez des questions à ceux qui sont là, vous faites le bus, vous faites le trajet avec eux, d'accord? Vous regardez votre environnement et c'est en ce moment vraiment que vous êtes en fond dans la recherche et dans la compréhension des problèmes. Vous pouvez également utiliser la structure What's the structure and how, d'accord, qui est assez intéressant.
Le what, c'est what is happening, who interact in the environment. Donc, ça, c'est le EIE framework dont on avait parlé. La structure, c'est le journey map. Et le how, c'est le look, act and try. Donc, ça, c'est juste. Maintenant, une fois que vous allez faire tout cela, si vous vous asseyez, vous allez maintenant commencer à avoir maintenant des éclairs. Hein? Voilà, vous dites, des insights. Vous regardez maintenant avec votre connaissance de l'environnement, des challenges, etc. Et c'est dans cette réflexion que les premiers breakthroughs, donc les solutions, la lumière, vont commencer à apparaître. Donc, il y a un chemin mental qu'il faut préparer. Et une fois que le chemin mental est préparé, vous allez commencer à se dire, tiens, voilà, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si on faisait ça. Et c'est le même processus aujourd'hui que ceux qui ont fait l'iPhone ont utilisé, c'est le même processus que le SpaceX a utilisé, c'est le même principe aujourd'hui que Microsoft, etc., continue d'utiliser, que Google utilise pour être toujours au devant de la scène. Donc, il faut toujours se remettre en cause, faire le chemin des utilisateurs pour arriver à de l'innovation. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Une fois qu'on a une bonne compréhension du problème, il faut le reformuler, il faut l'encadrer, il faut le reframe. Et donc, le framing du problème refer to the scope of the problem you are trying to score. Parce que si vous l'encadrez, si vous le reframez, ça vous donne le scope. Combien de quoi on parle? Quelle est l'étendue? D'accord? Et dans la reformulation, vous allez voir que le problème que vous essayez de résoudre vont commencer à germer les solutions les plus innovantes. Mais à cette étape, on ne parle pas encore de solution, on est toujours dans la première étape qui est l'étape clarification. Et en général, on propose, si vous devez faire la reformulation de framing, il faut que votre reframing ait un certain nombre de caractéristiques. Il faut que ça soit profond, il faut que ça soit deep, il faut que ça soit émotionnel, il faut mettre de l'émotion dedans. Il faut que ça soit broad, parce que là, on est à l'étape de l'identification de l'innovation, des problèmes. Et donc, il faut que ça soit broad, il faut que ça soit également dynamique. Il ne faut pas que ça soit statique. D'accord? Et donc, tout cela, en général, la meilleure façon, on formule en mettant toujours « how might we ». Comment pourrons-nous? Par exemple, je donne l'exemple du bus. On peut se poser la question, comment pourrons-nous améliorer, si je prends l'étape, par exemple, l'attente, comment pourrons-nous améliorer l'attente en vue avant le boarding au niveau du bus? On peut, par exemple, poser la question, comment pourrons-nous rendre plus agréable, donc l'émotion, comment pourrons-nous rendre plus agréable, disons, le transfert avec un bus d'un point A à un point B. D'accord? Mais il faut rester broad, il faut rester large pour qu'au moment où vous commencez à générer des solutions, que ces solutions soient les solutions les plus optimales possibles. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième étape du design thinking, qui est l'étape ideation, qui est l'étape de la génération d'idées. Alors, une fois qu'on a identifié tous les problèmes, on a fait toute cette partie d'identification, il ne faut pas tout de suite commencer à générer des idées, mais il faut d'abord approuver ou il faut être d'accord avec son équipe, parce qu'en général, ça se fait avec, en équipe, quels sont disons, les design principles. Il faut s'accorder d'abord, c'est quoi une bonne idée? C'est quoi les attributs d'une solution qui va répondre, d'une innovation qui va répondre aux problèmes que nous essayons de résoudre ici? Quels vont être les attributs de la solution qui va nous permettre d'adresser les points de souffrance ou les difficultés qu'on a dans notre processus ou dans notre procédure ou dans notre stratégie ou dans notre produit ou dans notre service. Et à partir de ce moment maintenant, une fois que vous êtes d'accord sur vos principes, vous pouvez aller par exemple sur le processus d'idéation qui est le processus de création d'idées. Alors, si par exemple, je donne l'exemple d'un client dans la téléphonie qui n'est pas satisfait par exemple sur le réseau, je ne sais pas moi, ou disons plus simple, sur le type de téléphone qui est proposé, etc. Il faut se poser la question,
quel devrait, dans le contexte actuel, la difficulté, quel devrait être le type de téléphone pour ce type de budget, etc., qui devrait, donc, il faut que ça soit simple d'utilisation, il faut que ça soit quelque chose qui est intuitif. Donc, l'intuition, la facilité d'utilisation, hein, le coût. Donc, c'est ça, en général, ce qu'on appelle les designs principaux. Alors, si je reviens, par exemple, dans